Smart Bourse vous est présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des indices boursiers en Europe qui sont propulsés à de nouveaux sommets grâce à la vague de résultats d'entreprises qui sont quand même globalement bons, voire très très bons et qui surprennent même encore à la hausse les marchés, même si les attentes étaient élevées. On voit de très bonnes réactions de marché après la publication d'Airbus par exemple, après la publication de ST Micro. Jean-Marc Chéry, le PDG de ST Micro, sera avec nous ce soir en direct à partir de 19h15 pour commenter ces résultats et les perspectives du secteur bouillonnant des semi-conducteurs. Très bonne réaction également après la publication de Téléperformance. C'est bon pour Total, c'est bon pour Carrefour, pour Sanofi également dans le secteur de la santé. Les résultats de Danone sont également salués avec également l'annonce d'un grand remplacement du conseil d'administration d'ici 2023. Ça fait partie des sujets de gouvernance chez Danone qui sont importants pour le marché. Donc une série de publications très bien accueillies par les marchés boursiers européens. Le Stock 600 marque un nouveau plus haut historique. Le CAC 40 est proche de ses sommets atteints mi-juin. On est à plus de 6650 points à mi-séance pour la Bourse de Paris. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Direct. Côté américain, on est au lendemain de la réunion de la Réserve fédérale américaine. On débriefera ce rendez-vous avec Thomas Koster qui sera avec nous dans un instant, économiste senior chez Pictet Wealth Management qui sera avec nous à distance. Et puis on attend la première lecture du PIB américain pour le deuxième trimestre. Le deuxième trimestre censé marquer le pic de la croissance, du rattrapage de l'économie américaine. Là aussi, ce sera un moment important. Et puis dans la série macro, on aura un chiffre d'inflation en Allemagne qui sera publié en début d'après-midi. Qui va marquer un peu les esprits puisque l'Allemagne va renouer d'une certaine manière avec une inflation à 3% autour. En tout cas, c'est ce qu'attendent les économistes. Ça nous ramène quelques années en arrière. On avait vu des chiffres à 3% sur l'inflation allemande en 2008, par exemple. Le chemin a été bien balisé par la Banque Centrale Européenne et ce n'est pas ce genre de chiffre qui fera bouger les anticipations de marché du côté des marchés obligataires, notamment les taux qui restent véritablement un sujet, y compris pour les stratégistes actions. On parlera justement de stratégie action pour les actions européennes avec Roland Caloyan qui sera avec nous en plateau, le responsable de la stratégie action Europe chez Société Générale CIP. Une séance positive donc en Europe à mi-parcours de cette journée boursière grâce aux très nombreux résultats d'entreprise. Les infos clés avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Direct. Bourse de Paris toujours en hausse à la mi-journée alors que la Réserve fédérale avait finalement apporté très peu d'éléments hier soir aux investisseurs concernant la trajectoire future de sa politique monétaire. Elle a laissé ses taux inchangés entre 0 et 0,25%. Dans son communiqué, la Banque centrale américaine a noté tout de même des progrès vers l'atteinte de ses objectifs économiques. Son président Jérôme Powell s'est également dit confiant sur le fait qu'à moyen terme, l'inflation allait redescendre. L'optimisme des marchés vient surtout aujourd'hui de cette nouvelle avalanche de résultats d'entreprise pour beaucoup très solides. En Europe comme aux États-Unis, les investisseurs attendent également des statistiques majeures comme la première estimation du PIB au deuxième trimestre aux États-Unis, sans oublier les inscriptions hebdomadaires au chômage. En France et du côté des valeurs, on suit aujourd'hui Danone qui fait partie des fortes hausses de la mi-journée. Le groupe a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 800 millions d'euros d'ici à la fin de l'année. Une marque d'optimisme alors que le groupe se prépare à l'arrivée de son nouveau directeur général et à la réorganisation de son conseil d'administration. Airbus aussi, forte hausse de la mi-journée. Le groupe a également révisé nettement à la hausse ses objectifs 2021 de livraison et de bénéfices après avoir enregistré de solides résultats au premier semestre. Sanofi qui a revu à la hausse son objectif de bénéfices pour 2021 après avoir vu son activité accélérer au deuxième trimestre. Le cours de Total Energy prend à la mi-journée. Le groupe pétrolier a publié des résultats en nette hausse au deuxième trimestre 2021, tiré par le rebond du prix des hydrocarbures et a annoncé un programme de rachat d'actions grâce à son surplus de trésorerie. Vivendi a fait état d'une hausse de 49% de son bénéfice d'exploitation au
premier semestre grâce à Universal Music Group et à son activité télévision payante Canal+. Carrefour aussi, qui prévoit de générer en 2021 un flux de trésorerie disponible nettement supérieur à 1 milliard d'euros. Orange, à contrario, accuse une perte d'exploitation de 1,75 milliard d'euros au premier semestre. Le cours est en baisse à la mi-journée. Air Liquide en baisse aussi après avoir confirmé ses objectifs pour 2021 et publié des résultats en hausse au premier semestre. Sur les 6 premiers mois de l'année, le résultat net du groupe a atteint 1,24 milliard d'euros en hausse de 14,9% sur un an. Et Safran, toujours en baisse, alors qu'il avait légèrement, lui, relevé son objectif de génération de trésorerie pour 2021, après avoir vu ses résultats reculer au premier semestre, subissant toujours les répercussions de la chute du trafic aérien liée à la pandémie. Enfin, on termine avec Accor. Le géant français de l'hôtellerie est parvenu à revenir dans le vert au premier semestre 2021, en dépit d'une profitabilité encore très dégradée. Eva Ben Saadi qui nous accompagne en fil rouge aujourd'hui sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et c'est donc Thomas Koster qui est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior en charge des États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. La Fed, évidemment, c'était l'événement hier soir. Il n'y avait pas d'attente très spécifique autour de cette réunion de la Réserve fédérale américaine, mais on est attentif, évidemment, aux nuances, à la tonalité, l'évolution de la tonalité du discours porté par Jérôme Powell. Quels sont les enseignements à retenir quelques heures après cette réunion et cette conférence de presse, Thomas ? Alors je dirais qu'il y a vraiment deux mots-clés qui sont prudence et détermination. Alors une certaine prudence puisque voilà la Fed veut commencer à envisager le début de la fin du QE, mais en même temps elle reste tout à fait prudente avec un calendrier qui est très très progressif. Et c'est peut-être ça là où les marchés mettent l'accent aujourd'hui. Je pense qu'il y a cette vue que voilà, on reste dans une certaine progressivité. Mais en même temps, on peut quand même noter une certaine détermination. Le communiqué fait état que voilà, les discussions sur le fameux tapering continuent. Et en gros, on a quand même un signal plus ou moins explicite que la Fed s'apprête d'ici la fin de l'année à réduire ses achats d'actifs qui, je le rappelle, sont de 120 milliards de dollars par mois. Donc une certaine détermination de commencer à envisager le début de la fin d'ici la fin de l'année. Oui, Jérôme Powell précise que ça y est, les discussions au sein du comité de politique monétaire ont vraiment commencé. Il y a eu un deep dive, comme il dit, sur la question du calendrier, la composition du programme d'achat d'actifs et comment est-ce qu'on pourrait réduire ce programme à terme. Thomas, avant d'entrer peut-être dans ce niveau de détail, qu'est-ce qui manque selon vous dans l'équation de la Fed pour que la détermination l'emporte sur la prudence et qu'on puisse avoir un signal explicite de tapering? Oui, c'est assez intéressant de voir Jérôme Powell insister sur le marché de l'emploi et notamment sur les prochains rapports mensuels. On a un peu le sentiment que Powell attend un fameux rapport de l'emploi à 1 million de jobs, ce qui n'a pas été le cas ces derniers mois. On a été un peu plutôt déçus de la reprise du marché de l'emploi, notamment par rapport au PIB, le PIB qui est finalement beaucoup plus fort que ce qu'est la reprise du marché de l'emploi. Mais on le sait, il y a des problèmes structurels au marché de l'emploi. On a aussi quand même, évidemment, il y a la pandémie et la question de comment occuper les enfants, parce qu'il y a encore des écoles qui sont fermées, qui étaient fermées au printemps. Et il y a aussi cette grande question à $1000, c'est ces allocations chômage, les allocations chômage extraordinaires qui ont potentiellement eu un impact aussi sur la reprise de l'emploi. Or, ces allocations chômage sont en train d'être retirés dans de nombreux États. Donc on aura, la semaine prochaine, quand le prochain rapport mensuel va sortir, on aura un peu une expérience grandeur nature de quid de l'impact de ces allocations chômage extraordinaires sur la reprise de l'emploi. Et je pense que ça va être un rapport très clé, et notamment pour donner une vision encore plus claire durant le meeting de Jackson Hole fin août.
Justement, alors on aura la première lecture du PIB T2 tout à l'heure, mais c'est vrai que déjà les questions du marché sont sur le rythme d'activité normalisé de l'économie américaine, à quelle vitesse on va retomber d'une certaine manière. Est-ce que l'aspect sanitaire, et on en parlait avec vous la semaine dernière, Thomas, vous notiez que Jérôme Powell dans le monde des banquiers centraux est peut-être un peu plus sensible que la moyenne à l'aspect sanitaire. Est-ce que la vague Delta aux États-Unis et ailleurs dans le monde est un sujet suffisamment macroéconomique pour infléchir peut-être encore un peu plus la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine? Oui, et ce qui était intéressant hier, c'est que Jérôme Powell continue de voir le verre à moitié plein sur la macroéconomique américaine. Il y avait un optimisme ambiant à la Réserve fédérale à noter, puisqu'en effet, de façon historique, on l'a vu ces derniers mois, la Fed est plutôt sensible par rapport au virus, mais là, par rapport au variant Delta, on avait un peu l'impression que la Fed ignorait ce fameux variant Delta et son impact potentiel sur l'économie américaine. Donc la Fed est un peu quelque part droit dans ses bottes et elle continue de voir en fait un marché de l'emploi qui va continuer de s'améliorer, et une certaine résilience de la consommation privée. Donc une Fed qui est assez sereine par rapport à la situation sanitaire. Et personnellement, j'étais un peu en effet surpris de cette sérénité par rapport au variant Delta, même si en effet il y a de quoi être serein. En effet, quand on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni, où on a une décrue des nouveaux cas, avec aussi des hospitalisations qui restent sous contrôle dans un contexte de vaccination élevé. Oui, mais on comprend quand même que la mobilité reste partiellement entravée aujourd'hui, Thomas. Alors oui et non, on peut aussi citer, moi j'aime bien se regarder le nombre de passagers dans les aéroports américains. On est à 2 millions, ce qui est énorme. On était à 2,5 millions avant la pandémie, donc vraiment il y a un segment qui reste affecté, c'est le voyage international. Mais le voyage domestique aérien aux États-Unis a quasiment complètement repris. Donc on peut dire quand même que il y a quand même déjà eu une reprise très forte. Maintenant, certains services resteront en effet durablement affectés, surtout s'il y a un peu du variant Delta, mais voilà, le reste de l'économie a grosso modo quand même bien repris, et c'est ce qu'on va voir dans les chiffres du PIB, même si les chiffres du PIB ne sont pas aussi éclatants qu'ils auraient pu être, puisqu'en début de trimestre, on s'attendait plus tous à autour de 10%. Maintenant, on est plutôt sur du chiffre entre 8 et 8,5% de trimestre à l'autre annualisé. Mais ça reste des chiffres très forts de PIB qui montrent vraiment une vigueur de la reprise américaine. Je le rappelle que le PIB américain va revenir à sa trajectoire d'avant-crise dans la deuxième moitié de l'année, ce qui est un fait exceptionnel. C'est très rare dans une récession qu'on revienne à la trajectoire d'avant la récession. Et là, ça va être le cas. Bon, la question tactique, Thomas, maintenant, je ne sais pas quel est le scénario central sur le tapering. Et puisque les discussions ont commencé, les discussions techniques ont commencé au sein de la Fed, vous le rappeliez, c'est 120 milliards de dollars d'achats au global chaque mois, 80 milliards de treasuries, d'obligations du Trésor américain, et 40 milliards de MBS, de mortgage-backed securities, donc des produits obligataires adossés à des mortgages, des emprunts immobiliers. Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire aujourd'hui, selon vous, pour annoncer ce tapering et le mettre en œuvre? Oui, et Jérôme Powell hier était assez explicite en disant que finalement il allait, quand réduction il y aurait, quand il y aurait une réduction, ce serait sur les deux segments, à la fois sur les bons du Trésor et sur les prêts hypothécaires. Et c'est aussi intéressant de rappeler qu'une des raisons pour laquelle la Fed réduit les achats d'actifs, c'est en effet l'amélioration économique et sanitaire due à la vaccination, mais c'est aussi des facteurs techniques, deux en particulier. L'un, c'est qu'il y a quand même cette vue à la Fed que c'est le moment un peu de ce qu'on dit dans le jargon, enlever le bol de punch, puisqu'on a des actifs financiers et notamment des prix des maisons qui se sont envolés. Et deuxième chose aussi, en termes de facteurs techniques, le fait qu'il y a un surplus de liquidité. Il y a vraiment une liquidité excédentaire dans le système monétaire qu'on voit notamment dans l'utilisation des reverse repo. Il y a quasiment 1000 milliards de dollars qui vont en reverse repo, c'est-à-dire qu'il y a du cash qui repart à la Fed pour y être parqué, qui montre bien qu'il y a un excès de liquidité. Et donc, voilà, le QE maintenant devient un peu superflu en termes de liquidité dans le marché monétaire américain. Donc, tout ça pour dire, en termes de calendrier, moi je m'attends à une décision plutôt fin d'année pour un début effectif au mois de janvier avec une baisse de 10 milliards de dollars par mois, ce qui fait qu'un tapering qui va s'étaler sur toute l'année 2022. Merci beaucoup Thomas. Merci pour votre éclairage hebdomadaire sur les enjeux américains, les enjeux macroéconomiques et en matière de politique monétaire également au lendemain de la réunion de la Fed. Thomas Koster qui était avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior chez Pictet Wealth Management.
Parlons à présent des actions européennes et c'est Roland Caloyan qui est à mes côtés en plateau. Roland, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la stratégie action européenne chez Société Générale CIB. Saluons déjà peut-être les nouveaux sommets atteints par les indices boursiers européens. Aujourd'hui, à la faveur des résultats d'entreprise qui sont globalement très bien appréciés par les marchés, le Stoxx 600 marque un nouveau sommet historique. Néanmoins, sous la surface, et depuis plusieurs semaines maintenant, depuis près de 2 mois, on constate quand même que la dynamique a changé. Les indices sont toujours au plus haut, mais en dessous, la rotation a été quand même assez brutale. Est-ce qu'on peut documenter un petit peu effectivement ce qui s'est passé depuis 2 mois? Quels sont les points intéressants à relever dans ce changement de régime ou changement de dynamique de marché, Roland? Alors, si on fait un petit peu l'histoire, sans remonter trop longtemps, fin d'année dernière, début d'année cette année, on avait la reprise, le rattrapage quelque part, donc les secteurs qui avaient beaucoup souffert suite au Covid, avec le vaccin, etc., ont connu un bon rebond. Et puis, début d'année, on parlait beaucoup de reflation, d'inflation, on a vu les taux atteindre 1,75 les taux longs américains. Donc là, effectivement, il y a eu des craintes aussi sur cette question-là. Et en fait, on s'aperçoit qu'on rentre dans une nouvelle matrice qui ressemble à des choses qu'on connaît déjà. Quand on regarde un petit peu les secteurs qui ont très bien performé depuis 1 mois et demi, 2 mois, on retrouve la technologie, on retrouve le luxe, on retrouve la chimie, on retrouve les industriels, on retrouve la pharma, quelques valeurs agroalimentaires. Et finalement, on retrouve un petit peu les valeurs qui étaient un peu les valeurs stars, les secteurs stars d'avant la crise. Et donc on retrouve moins les banques, moins les ressources de base, moins les pétrolières. C'est moins ça, l'auto aussi. Moins l'automobile. Effectivement, il y a eu une rotation récente. Je pense qu'effectivement, les investisseurs se posent des questions sur le scénario macroéconomie. Il y a aussi certainement une rotation et un rééquilibrage des portefeuilles qu'on a fait aussi nous en juin. Donc effectivement, on a eu des performances tellement fortes sur 6 mois, 3 mois, 12 mois, ça dépend des secteurs, qu'il y a effectivement un rééquilibrage des portefeuilles en faveur de secteurs sur lesquels on est. Finalement, les investisseurs sont revenus sur les secteurs, les valeurs sur lesquelles ils sont très à l'aise. Il y a une bonne visibilité, il y a une très forte histoire, il y a moins de challenges structurels aussi sur ces valeurs-là. Et donc ça explique certainement pourquoi. Donc vous disiez le Stoxx 600 est au plus haut, mais tous les secteurs ne sont pas au plus haut. Non. Tous les secteurs ne sont pas au plus haut. Et les secteurs que je citais, comme la tech, le luxe, la chimie, les industriels, la pharma, sont au plus haut historique. Ouais. Est-ce que c'est une position d'attente passagère de la part des investisseurs ou est-ce que c'est un changement beaucoup plus durable de régime ou de matrice de marché, comme vous dites, Roland? Bon, l'avenir nous le dira, je ne vous demande pas de sortir la boule de cristal, mais c'est intéressant parce que quand même, cette rotation qu'on observe depuis 1 mois et demi, 2 mois maintenant, elle justifie qu'on s'interroge sur des scénarios alternatifs. Et c'est ce que vous avez fait dans une dernière note que vous avez publiée, Roland. Alors, c'est ce qu'on appelle dans vos métiers les what-if scénarios. Et si, finalement, mon scénario central était mis à mal par un scénario alternatif? Ça veut dire quand même que, pour vous, aujourd'hui, dans les équipes de stratégistes de la Société Générale CIB, le scénario central, ça reste celui, quand même, d'une poursuite du mouvement de la reprise cyclique, en Europe en tout cas, avec tout ce que ça implique, sur des phénomènes de remontée de taux et de nouvelles rotations pour remettre sur le devant de la scène des valeurs cycliques. Ça reste un scénario central pour vous? Ça reste un scénario central, mais on a entendu Thomas, il y a les débats sur le peak growth, peut-être que le Q2 le T2 aux États-Unis sera le point haut en termes de croissance. La Chine est déjà en train de donner des signaux un peu de ralentissement. On voit des indicateurs type les ISM manufacturiers qui sont un petit peu retournés déjà, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Et donc on a effectivement des signaux où on peut se poser la question, en tout cas la probabilité d'avoir un scénario alternatif, elle augmente un petit peu. Et c'est ce que le marché fait en rééquilibrant un petit peu aussi le positionnement. Celui qui était 100% cyclique depuis 3 mois, il a pas mal souffert. Donc effectivement, il y a un rééquilibrage qui a été mis en place dans les portefeuilles. Et dans le scénario qu'on a travaillé, nous, c'est est-ce qu'on n'a pas déjà vu le point haut de la courbe des taux aux États-Unis. Parce que je regarde les États-Unis parce qu'effectivement, en Europe, on a des problématiques très différentes avec le QE, etc. Mais si on regarde effectivement aux États-Unis, qui va être beaucoup plus important comme facteur pour les marchés, des allocations sectorielles, parce qu'elles retransmettent effectivement la croissance mondiale. A priori, pour l'instant en tout cas, le point haut, c'est mars. Et
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose la question aussi, parce qu'on a eu le message de la Fed, et d'après le consensus, je regardais ce matin, la première hausse de taux serait aux alentours de mi-2023. C'est le scénario sur lequel on est aussi. Donc ça veut dire que la partie courte de la courbe va commencer à anticiper à monter un petit peu. Tout à fait, le resserrement monétaire. Donc est-ce que la partie longue va pouvoir vraiment filer ? Nous, on pense dans notre scénario central, oui, à court terme, parce que on a parlé du tapering, etc., donc réduction des achats. Donc ça peut laisser une fenêtre, effectivement, de repentification de la courbe à court terme tactique. Mais derrière, il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on joue quand la courbe se... Ouais, donc c'est un what if scénario qui est quand même, pour une vision moyen-long terme d'un investisseur, qui est essentiel à intégrer aujourd'hui. Ou peut-être qu'on se pose la question un peu trop tôt. Oui, c'est ça. C'est une question de timing après. Voilà. Mais sur le fond, c'est quand même une question qu'il va falloir se poser pour les mois ou les années à venir. Roland, qu'est-ce que ça implique justement ? Alors, c'est intéressant parce que vous parlez beaucoup des messages envoyés par les taux américains. Je comprends, vous êtes stratégiste sur les actions européennes. Je comprends que ce qui va se passer aux États-Unis, ça va avoir un impact important sur la dynamique de marché en Europe, sur nos marchés boursiers à nous, Roland. Oui, tout à fait. C'est souvent le marché américain et la courbe des taux américaine qui va avoir effectivement... qui reflète le mieux la croissance mondiale et finalement, c'est là où on verra les impacts au niveau sectoriel, reprise, les cycliques par rapport aux défensifs. Il y a vraiment des questions qui se posent. Donc, c'est pour ça que nous, notre lecture, c'est attention, tactiquement, il y a peut-être des choses à faire et on les fait. Et effectivement, les gérants... ne se positionne pas pour les 10 prochaines années. Il y a aussi une vision à adopter tactique. Mais la question de la courbe des taux américaines va avoir un impact sur les choix sectoriels. J'ai envie de dire, là, on est plutôt dans la question stratégique contre tactique, quelque part, quand on fait son portefeuille. Et encore une fois, les secteurs qui ont très bien fait sur les 10 dernières années, la technologie, le luxe, la chimie, la pharma, etc., reviennent sur le devant de la scène. Restons sur la vision stratégique, Roland. Est-ce qu'effectivement, s'il faut se préparer ou commencer à anticiper un portefeuille un peu moins cyclique, un peu moins tourné vers l'idée de la reflation en Europe également, j'entends, Roland, est-ce que c'est un copier-coller, j'allais dire, des années précédentes, du cycle précédent, ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont changé? La crise Covid est passée par là, il y a des secteurs qui en sortent beaucoup plus forts, d'autres qui sont peut-être affaiblis. Est-ce qu'il y a un playbook spécifique quand même pour l'idée d'une courbe de taux qui aurait marqué son pic, comme vous dites? Alors, il y a des différences majeures. En tout cas, il y a la digitalisation de l'économie continue. On voit bien la technologie, les demandes pour le semi-conducteur. Si on prend ces dernières années, il y a eu la 3G, la 4G. Aujourd'hui et demain, ça sera la 5G. Donc là-dessus, la technologie, tout ce qui est lié à la technologie va continuer. Et puis, il y a quelque chose qui est en train de monter en puissance. On a déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau. C'est évidemment le Green Deal. Aux États-Unis, en Chine et évidemment en Europe avec le Green Deal de la Commission européenne. Ça, la transition énergétique, c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans. On en parlait, il y avait des investissements, mais il n'y avait pas des investissements de cette ampleur-là. Et au-delà du Green Deal, où on a vraiment une vision très investissement public, il y a aussi aujourd'hui une pression qui est mise sur les entreprises pour produire des services, des biens, en émettant moins de CO2. Donc ça veut dire aussi qu'on va avoir un cycle d'investissement, de CAPEX, très important, pour essayer de réduire, pour essayer de toujours produire en réduisant son impact carbone. Donc ça, c'est nouveau quelque part. On n'était pas du tout à ce point-là il y a quelques années. Les problématiques d'ESG étaient déjà là, mais là, aujourd'hui, ça devient vraiment très, très important. Il suffit de regarder n'importe quel rapport annuel aujourd'hui. La première page, les premières lignes, d'aller sur n'importe quel site corporate, on met en avant, effectivement, des grandes décisions stratégiques qui sont prises de la part des entreprises en ce sens-là. Donc c'est pour ça, effectivement, pour revenir sur votre question, je pense que tout ce qui est lié à la décarbonisation, au Green Deal dans les années à venir, du stratégique, va continuer. Green Deal d'un côté, digitalisation de l'économie. Digitalisation, on l'avait déjà, mais ça, c'est deux piliers très, très structurels, stratégiques là, pour les portefeuilles en Europe. Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont souffrir, évidemment, de cette... l'idée d'un scénario d'aplatissement de la courbe des taux à terme, Roland ?
Alors c'est souvent les secteurs très très cycliques parce que la courbe des taux qui s'aplatit donne un signal qu'on s'approche. Enfin, on a vu le point haut du cycle, etc. Pour moi, il y a un secteur sur lequel il n'y a pas de croissance. C'est le secteur de l'énergie, des pétrolières. C'est dur d'imaginer à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et d'ailleurs, les entreprises ont compris. Donc là, elles ne communiquent plus sur la production de pétrole ou de gaz. Elles sont en train de dire, regardez, on investit massivement pour changer notre mix, pour avoir beaucoup plus d'énergie renouvelable. Et ça, c'est quelque chose où les Européens en tout cas les pétrolières européennes sont très en avance. Mais est-ce qu'elles vont réussir? Est-ce que le marché va leur donner le temps? Est-ce qu'elles ne seront pas sous pression dans les prochaines années? Là, effectivement, il y a une vraie question qui se pose sur ce secteur-là. Et vous dites c'est trop tôt en tant que stratégiste, vous n'avez pas encore assez d'éléments, d'évidence pour avoir une fiabilité sur l'idée quand même que certaines de ces entreprises-là, la transformation de certaines de ces entreprises-là va être aussi créatrice de valeur, peut-être sur le plan boursier. Pour vous, c'est trop tôt pour avoir un call fort là-dessus? C'est des gros paquebots et pour changer de direction, ça prendra du temps. Il suffit de regarder la quantité de capex. Et puis, quelque part, on a besoin encore de pétrole. Ben oui. Malheureusement, elles sont un peu aussi piégées par entre deux chaises, pour dire les choses. Donc, il y a cette problématique-là aussi. La réalité, c'est qu'on parle de transition énergétique. Donc, transition, ça ne veut pas dire qu'on change tout du jour au lendemain, c'est qu'on y va doucement. Et malheureusement, elles semblent être un peu la variable d'ajustement. Le pétrole a très fortement rebondi ces derniers mois. Et on voit effectivement que les pétrolières, elles ont eu du mal. Ça veut dire que pour l'instant, les investisseurs n'y croient pas. Bon, préparons les portefeuilles et les esprits effectivement à cette idée de l'après-rattrapage. Juste pour revenir sur le scénario tactique central, ils disent quoi les stratégistes taux de Société Générale sur justement la courbe des taux dans les prochains mois? Là, ça va se repentifier quand même un peu. C'est ce que vous dites, il y a une fenêtre d'opportunité qui reste présente. Oui, surtout avec le niveau de faiblesse qu'on a pu atteindre. Là, tout à fait. Alors là, à court terme, il y a le positionnement, il y a évidemment la Fed avec ses achats, il y a on parle du big growth, les attentes d'inflation sont un petit peu revenues aussi, les attentes long terme. Donc tout ça explique la baisse des taux. Mais d'ici la fin de l'année, et Thomas l'a bien signifié aussi, avec le discours qu'on a de Powell hier, on devrait préparer à fin des rachats. Et ça devrait effectivement redonner un peu de mouvement sur les taux longs. Il y a la tactique et la vision stratégique. Merci beaucoup, Roland. Merci d'être venu nous voir pour évoquer avec vous ce scénario. Alors, qui est un scénario alternatif par rapport à le court-termisme ou l'immédiateté des marchés, mais c'est un scénario de moyen-long terme qu'il faut avoir en tête. Roland Caloyan, qui était à nos côtés en plateau, le responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB. Voilà pour Smart Bourse. L'édition de la mi-journée se termine. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés, enfin pour tous.